On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour Alice et bonjour à tous. Bienvenue dans la partie 2 de cet épisode sur les jumeaux Weasley, Fred et George. Bon, c'était exceptionnel hein, qu'on fasse 2 parties, c'était pas prévu à la base, mais comme vous l'avez compris, on avait beaucoup de choses à dire. Comme on l'a dit dans le dernier épisode, effectivement, il y a même si ce sont les jumeaux, il y a bien 2 personnes, Fred et George, donc ça fait quand même beaucoup à dire pour des personnages qui sont importants dans l'histoire, même s'ils ont un rôle secondaire. Alors, c'est parti pour cette deuxième partie d'épisode. On a encore pas mal de choses à raconter. Et on va continuer avec une thématique qu'on avait toutes les deux envie d'aborder, c'est que les jumeaux Weasley, c'est quand même deux personnages qui sont emblématiques et qui vont, sur un autre niveau, apporter des leçons à chaque lecteur, à chaque auditeur, on va dire, non pas auditeur, comment on dit pour les films? Euh, Spectateurs? Spectateur, voilà, merci. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un tour de qu'est-ce qu'ils nous apprennent concrètement par rapport à notre vie et qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon de ce qu'ils nous partagent. Lucie, je te laisse commencer. Ouais. Alors moi je vais commencer par, ce qui est un peu plus, les points négatifs, on va dire, des Weasley. Parce que, bah, voilà, on est tous humains et ils en font partie, donc il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Des choses bien, des choses moins bien. Je vais commencer du coup par, ces choses moins bien. Hem, alors oui, c'est 2 personnes qui sont très amusantes, mais en fait, bien souvent, ils ont fait, bah, effectivement des mauvaises choses, expérimenté, par exemple, nombre de leurs produits, on le disait dans l'épisode dernier, le dernier épisode. Donc on disait, ouais, dans le dernier épisode, ils ont expérimenté, nombreux de leurs produits, sur certains qui n'avaient plus ou moins rien demandé. C'est-à-dire que, par exemple, oui, ils ont testé sur certains élèves qui étaient OK pour ça, puisqu'ils les payaient pour être des cobayes. Donc ça, c'est un peu plus OK et un peu plus dans la limite de l'acceptable et c'est aussi pour ça que Hermione n'a pas forcément son mot à dire dans la salle, commune de Gryffondor quand les jumeaux testent les produits, leurs produits. Et encore acceptable, personnellement, moi je trouve pas ça acceptable, mais bon, ça me regarde. Après, ouais, voilà, c'est, libre à chaque étudiant de dire oui ou de dire non. Bah, c'est une Mais, question d'éthique personnelle, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, il y en a qui sont prêts à, effectivement, être, payés, une certaine somme pour tester des produits, dermato. Bah, là, il y en a qui sont, prêts, à être payés, quelques galions pour, tester Des boîtes à flemme. des friandises. Voilà. Mais personnellement, moi, je paierais pas pour potentiellement mettre en danger ma santé sans savoir quels sont les effets reverse, enfin les effets inverses, sachant que quand même, déjà dans le monde moldu, on va dire, bah je le ferais pas. Mais alors dans le monde sorcier, encore moins si c'est pour me retrouver avec une troisième main qui pousse sur la tête, merci quoi. On sait pas en fait, tu vois, enfin Sainte-Mangouste, t'as des trucs complètement ouf qui se passent. Euh, Ouais, et ils font ça, mais sans aucune. Bon, après, c'est l'expérimentation hein, dans le monde des sorciers. Donc, on voit la mère de Luna qui a fini par mourir à cause de ses expérimentations. On ne sait pas trop ce qu'il advient des scientifiques sorciers, j'ai envie de dire. c'est sûr. Ouais. Juste pour replacer, tu as parlé de Sainte-Mangouste, c'est, l'hôpital, sorcier, qu'on voit uniquement dans les livres. Oui, pardon. Mais ouais, donc voilà, ils ont expérimenté, certains de leurs produits, dont la boîte à flemme sur certains élèves qui étaient OK pour ça. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont testé, certains de leurs produits sur, d'autres qui n'ont rien demandé. À qui est-ce que je pense, Alice? Bah, moi, je pense à Neville. Je pense Ouais. à Neville, il y a une scène, je crois que c'est dans le quatrième tome, si je dis pas de bêtises, où lors d'une fête dans la salle commune des Gryffondors, il y a des petites tartelettes et tout. Non, et oui, enfin bref, et Fred et George disent, oui, c'est de ça qu'il faut se méfier. Et non, c'est les crèmes canaries.
C'est Et ça. du coup, Neville en prend et se transforme en canari à cause de la crème canari de Fred et George. Alors qu'il n'était pas au courant et qu'il avait glissé subrepticement dans les mets de la fête, quoi. Ouais, c'est ça, c'était après la première tâche dans Harry Potter 4. Fred et George ont ramené à boire et à manger des cuisines pour féliciter Harry et ils ont voilà glissé quelques crèmes canaries et Neville en subit les effets et par contre, ils en ont profité pour faire la promotion de leurs produits parce que ça avait fait rire tout le monde. Donc effectivement, il y a Neville, il y a aussi, Katie Bell, par exemple, qui avait subi ça pendant un entraînement de Quidditch et on en a parlé, au dernier épisode de Dudley, qui a testé les pralines longue langue malgré lui. Mm. Et après, c'est dans le film, je crois pas que ce soit dans les livres, mais il y a Rusard qui se voit offrir une boîte de chocolat qui lui donne des boutons, là. Ouais, c'est que dans les films, ça, je crois aussi. Mm. Ouais. Donc il y a ça, il y a le fait, on en a parlé aussi dans l'épisode précédent, le serment inviolable qu'ils ont fait faire à Ron. Alors certes, ils étaient petits, ils étaient jeunes et innocents, euh, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'innocence quand on fait quand même faire un serment inviolable? Je suis pas totalement sûre. Expérimentation sur leur plus jeune frère. Ouais, mais encore une fois, Ouais, c'est, c'est chaud. ouais, c'est chaud. Pas très éthique non plus, quoi. Parce que j'imagine qu'ils avaient notion, ils avaient enfin la connaissance de ce que c'était un serment inviolable et quels étaient les par quoi ça se concluait. Et donc, quand tu fais un serment à cet âge-là et que tu peux mourir parce que tu respectes pas, Mm. c'est pas top. Ensuite, on sait également qu'ils abandonnent Montag, un serpentard, dans une armoire à disparaître. Pareil, on en a parlé pendant ton quiz au début de l'épisode précédent. Donc, niveau. En fait, c'est marrant. C'est marrant, oui, c'est un Serpentard. Peut-être qu'il l'a cherché, effectivement, à ce moment-là, parce que c'était la brigade inquisitoriale. Sauf qu'en attendant, il le laisse vaquer on ne sait où, et on ne sait pas quand est-ce qu'il réapparaît, etc. Ouais, en fait, le truc, c'est que souvent, ils frôlent avec le danger, mais des fois, il y a des choses qui deviennent que eux trouvent de l'humour, mais qui finalement mettent en danger les autres. Et du coup, il y a des moments où on a l'impression qu'ils savent pas trop où est la limite, quoi. Ou qu'ils franchissent un peu quand même la limite de temps en temps, quoi. Ouais. Et donc, du coup, c'est une super leçon de vie. Ne faites pas comme les Weasley, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, voilà, ne faites pas comme les Weasley. Non, après, aussi, il y a le fait que, par exemple, ils révèlent pas au professeur l'existence de la carte du maraudeur dans Harry Potter 3. Ça aurait pu, j'inclus Harry dans le paquet, hein, mais ça aurait pu permettre la capture de Sirius, ou alors montrer la présence, prouver la présence de Peter Pettigrew. Et, et en fait, bah, à ce moment-là, on savait pas que Sirius était quelqu'un de gentil. Euh, donc concrètement, quand on sait qu'il est rentré dans le château, pourquoi ne pas dire au prof, bah voilà, j'ai ça en ma possession, je peux vous la fournir. Et voilà, même s'il risque de pas la retrouver, c'est quand même censé être un meurtrier dangereux, quoi. Mm, Est-ce qu'il échappé des escarments. mm. On sait aussi qu'ils ont aidé à la contrebande quand ils sont en septième année, donc dans Harry Potter 5, quand ils essayent de fabriquer leur boîte à flemme. Il y a Mondingus avec qui ils font affaire pour essayer d'avoir. En fait, ils négocient avec lui pour essayer d'obtenir des graines de tentacula vénéneuses, qui sont des substances interdites pour leur boîte à flemme. Et donc, du coup, ils font de la contrebande. Ouais. Et ça, chez leurs parents, enfin, de Square Grimaud, mais avec leurs parents dans le coin, bien sûr, sans qu'ils soient au courant. Après, tu vois, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Slughorn qui le fait aussi Ouais, en récupérant du venin d'acromancule, d'araignée, d'Aragog, euh, quand elle est morte, qui va récupérer des trucs dans la serre de Chourave, etc. Et en fait, il va Chourave, pardon. Et, c'est marrant. et au final, j'ai l'impression que en fait, les sorciers, s'ils ont la possibilité, enfin, en tout cas, certains sorciers, ils s'embêtent pas, quoi, tu vois, si jamais, je sais pas si tu vois, Ouais. on a quand même quelques exemples comme ça,
de personnes où bah, tu sais que c'est interdit, mais ils vont pas se priver si jamais ils le peuvent. Ouais. Et une des dernières choses un peu négatives que je peux mettre en avant par rapport à eux, c'est qu'en fait, dès leur enfance, dès leur adolescence, ils portent atteinte au code international du secret magique. Et donc, du coup, ils mettent en danger les relations sorciers-moldus. Euh, je pense notamment aux interventions avec les Dursley, et Ouais. particulièrement Dudley. Oui, Donc, après, quand il y a certes, une famille de Moldus qui connaît l'existence des sorciers, parce qu'il y a un sorcier dans la famille, c'est peut-être pas porter atteinte au secret magique pour le coup. Mais par contre, ça n'en retire pas la gravité de leur crime. ouais, mais il y a certes l'histoire de Dudley, donc comme on l'a dit avec la praline longue langue, mais aussi l'histoire de la Ford Anglia, la voiture qu'ils ont fait voler pour venir chercher Harry. Alors oui, encore une fois, c'est une bonne intention parce qu'ils veulent enfin, ressusciter, non, ils veulent sauver Harry, tout simplement, juste. Mais pour autant, bah, en plein milieu de la nuit, il y a une voiture volante qui vole au-dessus de Londres, quoi. Ouais. Bon, après Donc ce effectivement, démontage élément par élément de Lucie des jumeaux Weasley, est-ce que vous les aimez toujours autant? mais oui, on les aime toujours autant, évidemment. Et effectivement, même si tout n'est pas tout blanc, il y a plein de choses qui sont super, enfin, par rapport à eux. Certes, ils sont drôles, euh, mais aussi, bah, ils sont très actifs au niveau de la guerre, comme je le disais dans l'épisode dernier. Et ils s'actent aussi sur une protection des plus faibles. Ils vont créer différents types de boucliers pour la guerre pendant leur farce, enfin avec leur farce de trappe. Mm. Et il y a aussi le fait qu'ils font souvent des choses qui paraissent illégales, mais encore une fois, ils connaissent les limites à ne pas franchir pour que ça reste légal. Et ils en jouent comme leur père, en fait. Ouais. Et ça me fait penser, euh, dans... pendant un cours de défense contre les forces du mal, quand il y a ombrage dans le 5, dans le livre, on sait qu'il y a un moment, ils jouent tous les deux à la bataille explosive. Mm. Est-ce que tu peux raconter rapidement cette scène qui montre bien que effectivement, ils jouent avec les limites? Je sais plus. Je me souviens plus trop. Toi, tu sais que tu l'as relu il y a pas longtemps. En gros, Fred et George, ils jouent à la bataille explosive pendant le cours. Et forcément, bah, Ombrage, elle vient et elle les prend, enfin, elle leur fait passer, elle leur passe un savon, quoi. Et en fait, Lee Jordan, donc du coup le grand ami de Fred et George, il proteste et il parle du décret d'éducation numéro 26 qu'elle venait juste de faire passer. Et donc ce décret d'éducation, c'est le fait qu'il est interdit aux professeurs de communiquer aux élèves toute information qui ne serait pas en rapport direct avec la matière qu'ils sont payés pour enseigner. Ah oui, c'est vrai. Et donc du coup, c'est vachement marrant parce que bah, Culot. c'est elle qui a fait passer ce décret d'éducation et effectivement, la bataille explosive, ce n'est pas en relation avec les défenses contre les forces du mal. Donc Ouais. hop, dans les dents. De toute manière, tout est bon Et pour taper sur Ombrage, hein. ah voilà. Et enfin, dernière chose que je voudrais mettre en avant aussi par rapport aux jumeaux, c'est le fait que bien que eux, ils se permettent d'embêter leur fratrie de manière très récurrente, en fait, personne d'autre n'a le droit de faire ça et n'a le droit de s'attaquer à leurs frères et sœurs. Et ils sont toujours là pour défendre leurs leurs frères et sœurs et Harry, etc. Sauf peut-être Percy. Peut-être que c'est le seul qu'ils vont pas défendre à certains moments. Mais, mais sinon, ils sont toujours très protecteurs envers Ron, Ginny et compagnie. Mm. Juste, pardon, j'ai envie d'amener un petit élément, c'est que donc, ils sont nés le 1er avril et du coup, ils sont du signe du bélier. Et alors, j'ai beaucoup d'amour pour tous les béliers, hein. Mais les béliers, ils ont tendance à foncer, et à être un peu impulsifs, dans le côté un peu défaut parfois. Et je trouve qu'on retrouve un peu cet aspect-là chez Fred et George. À la fois, bah, il y a le feu de l'enthousiasme qui est vachement présent chez eux, mais d'un autre côté, il y a le feu bah ouais, d'être impulsif et d'aller faire un peu euh, les choses de manière précipitée sans forcément réfléchir aux conséquences, en fait. Et je trouve Mhm, que ça, on le voit régulièrement quand même, justement dans ce genre de défauts qui peuvent avoir que tu as cité, quoi. c'est vrai. Il y a quelque chose que j'aime particulièrement chez les jumeaux,
c'est que je trouve qu'ils sont très forts pour transformer les défis en opportunités. Tu vois, par exemple, enfin, ils sont dans un contexte familial quand même relativement modeste. Et en fait, c'est drôle parce que je trouve que c'est les seuls qui se distinguent vraiment de cette famille pauvre, en fait. Parce qu'ils ont de l'ambition, parce qu'ils ont envie. Alors, bon, Percy aussi, il a de l'ambition, tu vas me dire, hein, mais ils ont de l'ambition et ils ont envie de réussir par eux-mêmes. Ils ont envie, en fait, que ça soit pas un frein, en fait. Et tu vois aussi, je pense, ce côté d'essayer de trouver des ingrédients via mon Angus Fletcher. euh, ou de d'autres manières qui sont pas forcément légales, ben finalement, c'est aussi pour eux une opportunité de réussir à avancer malgré le fait qu'ils n'aient pas forcément d'argent pour pouvoir acheter le matériel dont ils ont besoin, etc. Tu vois, ils ont un côté très débrouillard en fait. On sait que pendant des années, ils font des explosions, des potions magiques dans leur chambre, en mode ils expérimentent, quoi, tu vois. Et en fait, ils fabriquent des choses. Enfin, et je trouve qu'ils sont. En fait, c'est vraiment de la créativité, tu vois. Et je trouve qu'ils sont très, très, très créatifs comme personnages. Même après, tu vois, quand il y a l'oppression à Poudlard, avec Ombrage et compagnie, ben, en fait, ils vont dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour transformer ce défi, cette situation inconfortable, en opportunité et mettre la créativité au service de cette transformation, en fait, au service de la résilience, tu vois, j'ai envie de dire. Parce Ouais, que du coup, ben, les boîtes à flemme, oh, ben, génial, en fait, on va les utiliser pour faire en sorte que d'embêter Ombrage. Comment est-ce qu'on va faire pour transformer, tu vois, même dans le film, on voit dans leur boutique, après, ils ont transformé Ombrage en objet rigolo. Enfin, tu sais, dans leur boutique, là, il y a une petite Ombrage sur deux roues. ah oui. Ah oui, order! Mais enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça où en fait, ils voient les obstacles, ils voient les difficultés, ils voient les défis et ils les transforment en opportunités. Et c'est exactement ce comme tu disais dans la première partie de l'épisode sur le fait que il y a un besoin d'avoir des objets magiques de protection et qu'en fait, ils se rendent compte que finalement, leur chapeau qui permet de faire rebondir le sort contre l'adversaire, qui a au début trouvé que c'était un truc rigolo d'humour, en fait, ils se rendent compte de ce que ça peut apporter et en fait, ils vont transformer ça en opportunité et créer toute une marque qui est d'objets de protection contre la magie noire. Donc, en fait, à chaque fois, ils arrivent à cultiver leur créativité contre l'adversité, quoi. Enfin, comment dire? Ouais, enfin, face aux défis, à tout ça. Donc, je trouve que c'est super inspirant et que c'est une bonne leçon, en fait, à tirer de eux, finalement, de se dire, mais comment est-ce que je peux transformer les obstacles que je rencontre en opportunités? Ouais, c'est vrai. Effectivement, ils cherchent toutes les opportunités. C'est très bien vu, mais ils cherchent aussi souvent les opportunités pour s'amuser Euh, avec ça. Euh, L'autre chose que j'adore, et tu vois, ça va finalement un peu dans le même sens, dans ce sens de résilience, c'est qu'ils utilisent vraiment l'humour comme un outil de résilience, je trouve, pour alléger les tensions, pour renforcer les liens aussi avec les personnes. J'adore, tu sais, dans la scène avec les sept Potter, dans Harry Potter 7, ils, Ouais, quand, ils vont, ils doivent se transformer en Harry pour s'échapper de Private Drive. Euh, Tout le monde est un peu tendu parce que il y a de la pression, parce que potentiellement c'est dangereux, etc. Et tout de suite, Fred et George, ils sortent les petites blagues qui vont bien pour détendre l'atmosphère. À chaque fois, tu vois, ou par exemple, régulièrement, on voit des moments où il y a une espèce de conflit qui est naissant entre Harry et Ron ou entre Ron et Hermione. Et t'as Fred et George qui arrivent pile avec la bonne ligne, la bonne répartie pour venir détendre l'atmosphère. Et j'adore ouais. parce qu'à chaque fois dans les livres comme ça, t'as pile le bon moment. J'ai pas d'exemple en tête comme ça. C'est l'exemple auquel je pense en premier, c'est dans Harry Potter 5 qu'on peut voir dans le film, quand Harry il arrive au 12 Square et qu'il s'embrouille avec Ron et Hermione parce qu'il n'a pas reçu de lettre de l'été, et Fred et George qui arrivent en transplanant en disant «Hé, on a entendu ta colère, t'inquiète, tout va bien, chill, relax». Ouais, exactement. Et du coup, je trouve que c'est beau aussi parce qu'il montre vraiment que amener l'humour et l'autodérision, en fait, permet de venir dédramatiser une situation. Et notamment, justement, quand Harry part dans ses coups de gueule ou ses coups d'émotion forts comme ça, bah, en fait, ils viennent amener une détente de l'atmosphère en disant juste, OK, rigolons-en. Et finalement,
je trouve que comme c'est quelque chose qu'ils font de manière régulière, ça devient quelque chose qui fait partie de leur identité. Et donc, du coup, ben, en fait, personne va mal le prendre, en fait. C'est juste naturel de les entendre faire ça. Et Ouais. donc, finalement, à chaque fois, c'est ah ouais, ok, tu vois. Et ça ramène du calme tout de suite dans l'atmosphère. Mmh. Ouais. Donc, ça, pareil, je trouve ça hyper inspirant et je trouve que c'est un très, très bel exemple. Bah, pour nous, en fait, les lecteurs, les spectateurs, de venir intégrer l'humour et l'autodérision comme un outil de résilience, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Euh, Ensuite, ce que j'adore, c'est aussi vraiment Bah, c'est des jumeaux. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on les voit fonctionner en équipe ensemble, tu vois. C'est très difficile d'imaginer, et d'ailleurs, à la fin, c'est encore plus difficile, mais d'imaginer Fred sans George ou George sans Fred. Alors que là, Ouais. je les sens vraiment dans une relation de complémentarité où ils sont ensemble. Et bah, il y a la confiance, il y a la connivence même, j'ai envie de dire. Et, euh, et je trouve que cette relation qu'il y a entre eux, parce que c'est pas forcément non plus la relation entre tous les jumeaux, enfin, en tout cas de ce que j'ai Mmh. vu autour de moi, mais en tout cas, je trouve que la manière dont c'est décrit cette relation-là, on voit vraiment la force d'un partenariat solide et de l'importance de la confiance en fait dans la relation. Je trouve que ça apprend vraiment justement le fait que ben, de la beauté, du travail en équipe, des relations humaines, etc. Et je trouve que ça ramène justement cette notion d'unité, tu vois. Même enfin, tu vois, à chaque fois ils vont toujours marcher ensemble. Ils vont jamais, par exemple, aller l'un contre l'autre. Tu vois, c'est une Mmh. équipe. Et donc, du coup, on t'entend jamais Fred dire un truc contre Georges ou l'inverse, tu vois. Euh, Ouais. et du coup, ça, je trouve ça beau parce que ça montre aussi l'importance voilà, de la relation de confiance et du lien, en fait, qu'il peut y avoir entre eux. Et c'est inspirant aussi dans des relations frères-sœurs, n'est-ce pas, Lucie? T'es en train de remettre une faute sur moi, de quoi je sais pas de quoi tu parles. Non, non, pas du tout. Ah ouais, je préfère, ouais. Non, non, mais tu vois, enfin, en fait, c'est rigolo parce qu'ils marchent tous les deux très bien comme ça, mais par contre, ils vont pas hésiter à aller taper sur Ron ou à aller taper sur Percy, tu vois, Mmh. quand il y a besoin, quoi. Mais par contre, eux, c'est genre une unité, quoi. Donc ça, Ouais. une singularité quand même dans le récit, je trouve. Mmh. Autre point aussi qui est important pour moi de signaler, surtout que en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas passer à côté. euh, J'aime voir Fred et Georges sous leur côté entrepreneur, justement, parce que je trouve qu'ils sont très audacieux. Et en fait, l'entrepreneuriat demande beaucoup d'audace, de se lancer à son compte, etc. On voit qu'ils ont le courage de quitter Poudlard, de quitter en fait le confort de l'éducation, etc. Et de pas attendre plus pour réaliser leurs rêves. Donc ça, quand même, il faut sacrément de courage, quoi. C'est pas pour rien qu'ils sont un Gryffondor. Mais en mode, c'est bon, Ouais. on est prêt, on a envie que ça soit maintenant notre lancement, bah, on y va, quoi. Et, et ça, je trouve ça trop beau. Je trouve qu'ils sont très audacieux aussi dans la persévérance qu'ils ont. Tu vois, ne serait-ce que par exemple par rapport au financement de leur projet, il y a cette histoire de pari avec Ludo Verpeil qu'ils font dans la Coupe de Feu. Ouais. Tu l'as évoqué, il me semble, dans la première partie de l'épisode. Euh, En fait, il y a quelque chose de... Ils sont vraiment dans, OK, on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour l'avoir, mais en gardant une éthique pour le coup. Donc, tout à l'heure, on parlait de non-éthique, mais là, une éthique dans la manière de le faire, tu vois. Et par exemple, ils se remettent vachement en question sur comment redemander ces sous que Ludo Verpeil leur doit, mais sans que ce soit perçu comme du chantage, etc. Et je trouve que c'est beau la manière dont ils l'amènent parce que il y a vraiment cette idée de persévérance, même tu vois, dans toutes les étapes qu'ils font. Quand leur mère, elle détruit tout leur stock de friandises, et ben en fait, c'est pas grave, ils recommencent. Quand leurs baguettes farceuses, elles sont détruites, et ben c'est pas grave, ils recommencent. Et clairement, ben, dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où tu as l'impression d'avoir tout échoué. Et en fait, j'aime bien la citation de Churchill, alors ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et en fait, même si on n'accentue pas les échecs de Fred et Georges, je trouve qu'on a quand même cette vision euh, de personnes qui vont avoir des échecs, mais ils vont pas s'appesantir dessus. Et au contraire, ils vont rebondir et transformer pour faire autre chose derrière. Et ça, c'est super inspirant. Même pour les personnes qui sont Ouais. pas entrepreneurs. C'est sûr, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est sûr que c'est incroyable quand on arrive effectivement à se relever de, enfin, de ses échecs
Et pour le coup, tu parlais de Churchill. Moi, j'ai pas la source, mais il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est peu importe combien de fois on tombe, l'important, c'est de toujours se relever. C'est quelque chose comme ça. Je la connais pas exactement, mais c'est l'idée. Ok. Autre chose encore par rapport à leur côté entrepreneur, que j'adore parce que c'est quand même un peu les entrepreneurs sorciers hein, de Harry Potter. Mm. Euh, Ils sont très forts parce que aussi ils ont réussi à trouver leur unicité. Et souvent, alors bon ça parlera plus aux entrepreneurs qu'aux non-entrepreneurs de notre audience, mais souvent dans l'entrepreneuriat, on va te demander c'est quoi ton unicité en fait en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est le truc qui ne correspond que à toi en fait et qui est vraiment enfin, qui fait partie de ton identité finalement et que tu as envie de montrer au monde. Et du coup, ils ont réussi à trouver pile le marché unique qui correspond à eux en fait, à qui ils sont avec bah, l'humour comme arme en fait dans un monde sombre, compliqué quoi. Ouais, Et surtout, ce que je trouve hyper audacieux, peut-être encore plus que tout ce que j'ai précisé jusqu'à présent, c'est le cran qu'ils ont. Parce qu'ils vont quand même, justement, bon, on a dit, hein, ils vont tester leurs produits de manière pas forcément hyper éthique. Mais par exemple, ils vont proposer leur baguette farceuse à un employé du ministère de la magie. ouais, Ça, quand même, tu vois, aller jusqu'à dire à un employé du ministère, ouais, bah, vas-y, on a créé un produit de farce et attrape, on on va te le vendre, tu vois, puisque ça faisait partie du pari. C'est quand même particulier, quoi. Et je trouve qu'ils ont vraiment ce comportement de d'audace, tu vois, et de cran. Et du coup, je reviens à la citation que j'ai citée au tout début du premier épisode, quand Ginny a dit tout est possible du moment qu'on a assez de cran. Ben, c'est exactement Fred et George, quoi. Et je trouve que c'est euh, une excellente, un excellent modèle, en fait, finalement, pour tous. Euh, Il y a un dernier point que je trouve aussi inspirant, même s'il n'est pas forcément énormément développé. En tout cas, c'est ce qu'on sait de la suite de l'histoire. C'est que, bon, ben voilà, Fred meurt. Euh, et, eh bien, en fait, malgré tout, George arrive à continuer, en fait, à continuer seul. Et tu vois ce qu'on disait sur le fait qu'on n'imagine pas l'un sans l'autre. C'est vrai que c'est inimaginable la suite qui n'est pas décrite dans les livres ou dans les films de ce qui s'est passé après, après la mort de Fred. Mais on sait que George, il a continué la boutique, il a continué Weasley Farce pour sorciers et facétieux. Et qui perpétue leur héritage en fait, qui rebondit et qu'il arrive justement à retrouver des armes de résilience pour surmonter le deuil de son frère, quoi. Et donc, du coup, bah, il ouais. continue avec Ron à tenir la boutique après la perte de Fred, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, Ron l'a rejoint aussi après avoir été Aurore un certain temps. Mais effectivement, même s'il se remet jamais de la mort de son frère, ils continuent de faire fructifier leur magasin et de créer des nouvelles choses aussi. Donc c'est effectivement, il a encore tombé de très très haut quand Fred est mort. Et pourtant, bah, il s'est relevé, quoi. Mm. Et il se relève tous les matins. C'est ça. Donc du coup, un petit peu en conclusion pour les auditeurs, moi j'ai envie de vous demander lequel de ces éléments, lequel de ces ingrédients finalement, vous avez envie d'intégrer un peu plus dans votre vie, dans l'état d'esprit des Weasley. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui pour venir transformer votre vie? Est-ce que c'est plutôt le côté du génie créatif des Weasley, de stimuler votre créativité par rapport aux obstacles que vous pouvez rencontrer? Est-ce que c'est plutôt le fait d'apprendre à rire de vos échecs ou des situations inconfortables que vous rencontrez? Est-ce que c'est plutôt le fait de se soutenir et de travailler avec vos proches? Ou est-ce que c'est plutôt le fait de créer une vision audacieuse pour votre vie et d'oser entreprendre vos projets perso ou vos projets pro d'ailleurs? Voilà, quel est l'élément qui vous marque le plus dans l'identité de Fred et Georges et que vous avez envie d'utiliser comme inspiration pour votre vie? Et toi, Lucie, d'abord, dis-nous. Je pense que moi, ce serait plutôt le dernier rire de ces échecs et des difficultés pour... En fait, c'est comme l'épouvantard. Allez écouter notre épisode sur les épouvantards. Oh, chuchote pas dans mon oreille, s'il te plaît. Pardon, un peu d'ASMR. Non, mais ouais, c'est exactement, pour moi, ça revient à ce qu'on a dit dans l'épisode sur les épouvantards, euh, que en fait, réussir à rire de ses peurs, c'est c'est fou. Enfin,
c'est un gros, gros plus. Et là, c'est pareil, quand on arrive à rire de ses échecs, euh, à rire de là où on est tombé, bah, en fait, ça nous permet de nous relever encore plus fort, quoi. Mm. Et toi, qu'est-ce que tu prendrais dans ta vie par rapport à eux? Bah, en ce moment, je suis beaucoup sur mon génie créatif, de développer mon génie créatif dans mes projets. Et moi, je les trouve inspirants pour tout, hein, en fait. Donc, j'ai envie de tout intégrer encore plus dans ma Ah vie. ouais, bien sûr. Ok, je vais faire un petit focus film. Euh, Est-ce que Alice, tu peux nous parler rapidement des acteurs? Est-ce que tu saurais me dire qui, sans regarder tes notes bien sûr, qui est Fred, qui est George, leurs acteurs respectifs? C'est James et Oliver. Et leur nom de famille? Je suis plus sûre. Phelps, quelque chose comme Oh, ça, c'est ouais. ça? Ok. J'étais pas sûre de bien le prononcer. Alors, des fois, je suis un peu dyslexique sur les noms d'acteurs. Et, Et tu sais qui joue Fred et qui joue George? et ben non, justement, j'allais dire, en fait, ça, je ne sais pas. Tu veux essayer? Euh, je dirais James joue George et Oliver joue Fred. Non, c'est l'inverse. Loupé. Une chance sur deux. Ouais. Ça aurait pu être logique comme ça, parce que James est 13 minutes plus jeune que Olivier, alors que dans les livres, c'est l'inverse, et c'est Fred qui est né d'abord. Ok. Bon, après, en soi, il n'y a pas forcément de logique sur le rôle qui est attribué. Oui, bah alors tiens, ça c'est une anecdote qui est marrante. La première scène qu'ils ont jouée dans le film, c'était la scène de King's Cross, et en fait, ils savaient pas qui jouait qui. Et moi, je trouve que c'est quand même assez cocasse comme situation, parce que du coup, ils doivent faire tourner en bourrique Molly en disant, moi c'est Fred, eh ben non, moi c'est George, non, moi c'est Fred. Alors qu'en fait, ils savaient pas qui jouait. Mm, Du coup, c'est après cette scène-là qu'ils sont allés voir la directrice de casting en disant, bah, en fait, on a besoin de savoir qui est Fred, qui est George, quoi. mm. Et effectivement, alors, ils s'amusaient à échanger leurs rôles pendant les répétitions. Donc Fred jouait George inversement. Mais alors, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'ils ne l'ont pas fait pendant les tournages, pendant les prises. euh, Parce que bah, forcément, ça prend du temps et de l'argent. Et ça mobilise les techniciens, etc. Mais il me semblait dans mes souvenirs qu'il y avait au moins une fois où ils avaient échangé et qu'ils avaient dû refaire les scènes justement, mais j'ai pas réussi à retrouver. Et est-ce que tu Euh, connais cette anecdote où, pendant une interview, Ouais. une journaliste, je crois, a demandé à James Oliver, leur a demandé s'ils étaient vraiment frères. Et en fait, de manière tout à fait naturelle et nonchalante, ils ont répondu non, c'est vraiment une histoire rigolote. En fait, on s'est rencontrés à l'audition pour la première fois. Et la journaliste, elle gobe le truc, quoi. Ouais. Faut vraiment être con, hein. Enfin, désolé, mais... Un peu de respect pour la journaliste ici. Bah, désolé, journaliste, mais elle a pas été très fut-fut à ce moment-là. D'ailleurs, au casting, c'était les seuls à ne pas avoir des tenues identiques. Et donc, du coup, ils ont couru au magasin le plus proche pour acheter des t-shirts assortis. Ah oui. Aussi, je sais pas si tu sais, mais donc du coup, ils sont tous les deux, ils sont pas roux. Donc, ils ont dû faire une teinture pour des cheveux pour des films. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont pas de tache de rousseur, parce qu'ils sont pas roux de base. Ouais. Imagine au maquillage, si jamais on leur avait fait des fausses taches de rousseur et qu'il fallait les replacer au même endroit à chaque fois. Quel enfer. C'est pour ça qu'ils en ont pas, hein, concrètement. Ouais, je pense. Est-ce que tu sais dans quelle maison sont James et Oliver? À quelle maison ils appartiennent? Euh, J'imagine qu'il y en a un. Alors, Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y en a un Gryffondor et un Poufsouffle. ouais, c'est ça. Bien Ouais. joué. Effectivement, ils ont tous les deux fait le test de Feu Pottermore, qui était un très bon site. Euh, et Oliver est à Gryffondor et James est à Poufsouffle. Mm, ok. Est-ce que tu sais quelle a été la scène la plus difficile à jouer pour eux? Non, je sais pas. La scène avec l'oreille coupée de Fred, de George. Non.
Non, la scène la plus difficile, pour eux, c'est celle, dans Harry Potter 4, quand ils font le vieillissement, Ah oui, quand ils se qu'ils battent. mettent le nom dans la coupe de feu. Parce qu'en fait, ils voulaient tous les 2 jouer leur propre cascade, sauf qu'en fait, ils sont tirés en arrière par des fils et cetera, au moment où ils sont projetés et heureusement, il y avait des vrais cascadeurs, et du coup, ils ont pas fait leur cascade et malheureusement, il y a un des cascadeurs qui s'est je sais plus exactement, mais luxé le coude ou quelque chose comme ça. Ouais, et moi, j'avais pas ça en mémoire. J'avais en mémoire que, euh, peut-être que je me plante, hein, mais que le directeur, Mike Newell, il voulait qu'ils se battent après, tu sais. Et on les voit effectivement se Ouais, battre et tout. Et que Mike Newell, il était en mode, mais non, c'est pas comme ça qu'on se bat. Et qu'il s'est mis dans le combat. Et que je crois qu'il s'est cassé la hanche ou une côte ou un truc du genre. Non? ouais, Mike Newell, le réalisateur, il a pris parti pour leur montrer comment faire et cetera et effectivement, je sais pas s'il s'est cassé quelque chose, mais je crois qu'il s'est au moins fait une petite entorse ou un truc du genre. Enfin, il s'est fait Ouais. mal, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, ouais, c'était violent. Ouais, mais j'aime bien, moi, enfin, j'aime pas quand les gens se font mal, mais j'aime bien les réalisateurs comme ça qui s'impliquent et qui vraiment sont là parce qu'ils aiment faire ça. Et donc, ça, c'est le cas de Mike Newell, par exemple. Mais aussi, c'est par exemple le cas de Quaron dans le 3. Je sais pas si tu sais, mais c'était son idée à lui euh, que les jumeaux ils finissent les phrases l'un de l'autre. Hmm. Après les avoir entendus parler, après effectivement les avoir vus un peu in real life. IRL, mais effectivement, c'était son idée. Et après, ça a été repris par la suite, Ok. dans les Ah autres non, je films. savais pas que c'était. Mais Coran, il a beaucoup, beaucoup apporté à l'univers, hein. J'adore. Mm. Mais effectivement, on n'est pas loin de ce que tu disais tout à l'heure, parce que la scène la plus difficile donc, à tourner pour eux, je l'ai dite. Mais effectivement, il y a une scène qui était très compliquée également pour l'un d'eux, un peu moins pour l'autre. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Ben, du coup, j'ai envie de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, la scène de la perte de l'oreille. Non, pas loin. En gros, c'est donc dans Harry Potter 7 partie 2, mais c'est la scène où George pleure la mort de Fred. Ah, Elle a été filmée que 2 fois, puisque le tournage était très difficile pour Oliver, donc l'acteur de George, d'imaginer que son frère était mort. c'est vrai, ouais. Et donc ça a été très difficile, ça a été filmé que 2 fois. Par contre, pour James, l'acteur de Fred, là, il y a pas eu de problème. Pour lui, c'était la journée, de travail la plus facile, puisqu'il s'est endormi pendant le tournage de la scène et il a manqué sa pause déjeuner à cause de ça. Ouais, j'aime bien les anecdotes que tu ramènes. Il y en a que je connaissais pas. Ouais, moi aussi, ça là, je l'ai apprise, j'ai trouvé ça assez marrant. Moi, je trouve ça étonnant qu'il ait pas réveillé pour aller manger, quoi. C'est clair. Bon, il est en train de dormir, laissons-le dormir. Il est dans son rôle. C'est ça, Non, il veut pas sortir de son rôle. c'est ça. C'est fini au niveau des anecdotes de films. Par contre, j'ai une petite anecdote en lien avec l'auteur, avec notre chère J.K. Rowling, qui s'est excusée de la mort de Fred, considérant que c'est la pire mort selon elle. Et après, elle s'est aussi excusée pour la mort de Lupin, de Rogue, de Dobby et de Sirius. Ouais, en fait, il y a un peu une tradition où le 2 mai, donc le jour de l'anniversaire de la bataille de Poudlard, elle annonce, Ouais, enfin, elle a, pendant plusieurs années, je crois pas qu'elle continue à le faire, mais elle s'excusait de une mort, effectivement, de une mort d'un des personnages, un peu pour leur rendre hommage aussi. Mais oui, enfin, moi, je suis d'accord sur le fait que c'est une des pires morts. Après, on sait aussi qu'à la base, elle avait prévu que Arthur Weasley ouais. meure dans Harry Potter 5 quand il se fait attaquer par le serpent Mhm. Voldemort et que finalement, finalement ça a été transféré sur la mort d'un autre Weasley. Et je sais, oui, parce qu'en fait, c'était un peu comme une figure paternelle de Harry. Et puis, ben, parce qu'en fait, bah, les Weasley sont tellement nombreux que c'est logique qu'il y ait de la perte aussi dans leur famille Ouais, pendant la guerre. Et finalement, bah, la figure paternelle, c'était Sirius, finalement, qui a été tué. Et ben, notre Weasley, quoi. ouais. Rendant le truc encore plus tragique. Pour moi aussi, c'est l'une des pires morts, si ce n'est pas la pire. Mm. Je trouve ça horrible que les deux jumeaux, qui étaient vraiment comme une personne presque, enfin, genre, c'était tellement fusionnel, tellement. Enfin,
Je trouve ça horrible qu'ils soient séparés l'un de l'autre, quoi. Ouais. Par contre, je trouve ça plus ou moins marrant du coup, ce soit George qui finisse avec Angelina alors que c'est Fred qui était allé au bal avec elle. Est-ce que Alice, tu as des choses à rajouter par rapport à cet épisode, par rapport aux jumeaux, etc. Euh, Bah, je pense que finalement, moi, ce que je retiens, enfin, il y a beaucoup de choses hein, qui sont extraordinaires chez les jumeaux, on l'a dit, mais il y a un truc dont on a peut-être un peu moins parlé et pourtant que je trouve fondamental, c'est leur figure, enfin, le rôle qu'ils jouent en termes de figure de liberté et de rébellion par rapport à l'autorité, que ce soit Ombrage ou que ce soit Voldemort, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on peut passer à ce que tu as proposé la dernière fois qu'on a fait un personnage. Oui. Et donc, du coup, ça a été Lucius Malfoy. Et donc, du coup, faire un petit sous-titre de personnage, une sorte de titre de journal en lien avec ça. Ouais, de faire les headlines, comment on dit, les, les titres Titre de journal. les titres de la une du journal, de si jamais il y avait un article pour parler du personnage, quoi. Euh, Les titres de la une du journaux. oui, bon, bref, je commence à fatiguer. Euh, tu commences? Ouais, je commence, ensuite tu vas et ensuite tu dis mon deuxième. Ah, t'en as deux? Ok, Ouais. vas-y. Les jumeaux Weasley, l'ami des cancres ou la hantise des profs. Ah, c'est pas mal. C'est bien Parce que, tourné scolaire pour le coup. ouais, c'est tournée scolaire et donc du coup, c'est effectivement l'ami des cancres parce que bah, ils ont tout ce qu'il faut concernant la boîte à flemme pour sortir des cours, pour faire arrêter un cours de défense contre les forces du mal d'ombrage, ce genre de choses. Et donc, du coup, bah, par exemple, ça hantise de ombrage. Après, c'est pas forcément tous les profs parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui estiment beaucoup les jumeaux. Et notamment, du coup, quand ils sont partis en laissant un marécage derrière eux, quand Flitwick a débarrassé le marécage, il a juste gardé une toute petite partie sous une fenêtre parce que, en le citant, il a dit c'est de la très belle magie. J'adore. Du coup, c'est pas la hantise de tous les profs, mais dans l'idée, Oui, globalement, c'est oui. un peu ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super difficile de trouver un sous-titre pour eux parce que je trouve que ils Ouais, incarnent tellement de choses différentes que c'est difficile d'avoir des mots qui, en fait, qui réunissent un peu tout, quoi. Et tu vois, je trouve qu'effectivement, on peut trouver un prisme pour regarder et tout, mais c'est difficile de trouver quelque chose qui réunit tout. Euh, du coup, moi, le seul truc qui m'est venu où je me suis dit c'est à peu près polyvalent, on va dire. C'est tout simple, c'est les jumeaux Weasley entre légèreté et profondeur. mhm, c'est vrai. Mais finalement, enfin, voilà, c'est très difficile de mettre toutes leurs casquettes en même temps, quoi. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai voulu en faire un deuxième, parce Vas-y, que je pouvais pas me concentrer juste sur la partie scolaire. vas-y. Et du coup, le deuxième, c'est Fred et George, les fils que l'on déteste avoir, mais les frères que l'on rêve d'avoir. Mm. Parce que pareil, du coup, en soi, les fils que l'on déteste d'avoir, c'est pas totalement vrai non plus, parce que Molly et Arthur, ils aiment beaucoup Fred et George. Mais c'est juste que bah voilà, ils font des explosions partout, ils transplanent à tue-tête quand ils en ont la possibilité, plein de choses du genre. Et ils laissent traîner des choses. Les parents ont plein de problèmes à cause d'eux, parce que ils ont reçu énormément de courriers de Poudlard parce qu'ils avaient fait des bêtises, parce que Arthur a dû refaire, comment on dit? Arthur a dû réparer les bêtises causées par rapport au planning longue langue, etc. Et par contre, les frères qu'on rêve d'avoir, parce que, bah, t'es en mode, ouais, c'est mon frère qui a fait ça. C'est mon frère qui a fait le marécage. C'est grâce à mon frère qu'on n'a pas eu les examens de fin d'année parce qu'ils ont fait leur feu fou fus boum Ouais, qui ont semé la zizanie partout et que malgré tout, même s'ils les embêtent, bah, ils sont toujours archi protecteurs, quoi. ouais. Ok, et ben, je pense que ça va être terminé pour cet épisode, ce double épisode, Ouais, sacrée aventure. Les jumeaux Weasley. Merci beaucoup, Lucie, pour
pour tout ce contenu, pour tous ces échanges. Voilà, pour tous ces échanges. Bah, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés sur 2 épisodes. Bon, bah, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. On verra. Le prochain, je sais pas encore le thème, mais on a quelques idées en stock, donc on va Ouais, vous concocter ça tranquillement pendant l'hiver français et l'été néo-zélandais. à bientôt dans un prochain épisode. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.